Pourquoi est-on autant attiré par les relations toxiques? On retrouve dans la culture populaire une représentation hyper large de romances toxiques et passionnelles, où ce jeu entre amour et haine est mis en avant comme l'apogée de l'amour, l'amour avec un grand A. Et parfois même à des degrés plus subtils, les relations amoureuses sont caractérisées par leur dimension toxique, où les personnages ne respectent pas les besoins de l'un et de l'autre, et où chacun est à l'écoute de ses propres pulsions et de ses propres émotions sans tenir compte de celles de son partenaire. Et surtout où on ne s'attarde pas à chercher à construire une relation. Dans les livres, les films, les séries, les paroles de musique ou toute autre forme d'art, la relation amoureuse est mise en lumière par le prisme des sentiments, de la passion, de l'émotionnel. Et ce, en négligeant totalement les aspects de fondation, de construction et d'entretien de la relation. On est sur le champ lexical du BTP, j'en conçois, il est peut-être dur de faire le lien avec la relation amoureuse, et pourtant. Dans la pop culture, l'amour est caractérisé par un sentiment qui nous anime, qui nous fait vibrer et qu'on subit autant qu'on le fait subir à l'autre. Mais presque jamais nous n'entendons un discours qui prône l'importance de placer la relation au cœur des problématiques de l'amour, en exposant ses complexités et son importance de la travailler. Je discute beaucoup avec les gens autour de moi et je m'aperçois qu'en partie à cause de ces représentations, mon entourage ne voit pas la dimension toxique qui peut exister dans leur relation ou celle de leurs proches. Les arguments qui sont souvent avancés, et vous avez dû entendre les mêmes que moi, c'est que tant qu'il y a de l'amour entre les deux partenaires, alors tout est possible et tout est surmontable. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. On laisse une place monumentale aux sentiments amoureux. Ça fait évidemment sens. Je comprends tout à fait la part importante de l'amour dans la relation amoureuse et je le remets pas en question. Mais c'est à croire que le sentiment amoureux rend caduque presque tout comportement toxique. C'est comme si l'amour était un sentiment tellement plus fort que tout, que les choses qui nous font souffrir sont relayées au second plan. Et cette sacralisation du sentiment amoureux, elle tend à nous faire oublier que, avant tout, une relation amoureuse, ça se construit. Évidemment, les gens ne sont pas tous aveugles sur le fonctionnement des relations toxiques. C'est tout de même un sujet dont on parle de plus en plus et les gens sont invités de tous les côtés à prendre soin d'eux-mêmes, à prendre conscience de leurs valeurs, etc. On parle notamment beaucoup plus de santé mentale aujourd'hui que ça n'a pu être le cas à l'époque. Si tu ne me connais pas encore, d'ailleurs, enchantée, moi je m'appelle Alice et sur ce compte on parle de santé mentale, de dynamique relationnelle et de tout autre sujet qui me passe par la tête et qui mérite à mon sens d'être abordé. Donc si ce sont des sujets qui te touchent, pense à t'abonner à la chaîne, ça m'encouragerait vraiment. Bien que de plus en plus de prévention soit faite autour des relations toxiques, des relations d'emprise émotionnelle, de domination ou autres, il y a encore un manque d'éducation crucial autour de ces sujets parce que derrière le principe de toxicité, on imagine souvent une victime et son bourreau. Le souci, c'est qu'à défaut de n'avoir ni envie d'incarner la victime ni envie d'incarner le bourreau, eh ben c'est une représentation très dichotomique qui n'est pas tout à fait fidèle à la complexité des relations humaines et plus particulièrement la complexité de la toxicité dans les relations de couple. Parenthèse d'ailleurs, dans cette vidéo, en l'occurrence, je parle de relations amoureuses puisque c'est très souvent le lieu du déchaînement des passions et des émotions, mais les relations toxiques s'appliquent bien évidemment à tout autre type de relation, qu'elles soient professionnelles, amicales, familiales ou autres. En fait, la réalité des relations toxiques, elle est souvent plus invisible et subtile. Elle fait souffrir, mais on ne sait pas toujours pourquoi, parce qu'on n'a pas toujours ni les mots ni les ressources pour identifier que ce qu'on vit dans notre relation, eh ben, c'est pas normal et c'est pas bon pour nous. J'ai moi-même connu des dynamiques relationnelles très toxiques que je ne considérais pas toxiques au moment où je les vivais, car en raison de ma construction et de mon histoire, je n'y voyais pas le mal. Et c'est souvent ça, le noyau du problème des relations toxiques, du moins l'un des noyaux, c'est qu'on n'arrive pas à les identifier. J'entends souvent des personnes qui réfutent l'idée des relations toxiques en maintenant que c'est juste un mot inventé qui veut rien dire, que parler de dynamique relationnelle toxique ou malsaine, c'est juste un effet de mode, parce qu'avant on n'en parlait pas, alors que maintenant on cherche à voir le mal partout et on veut plus prendre ses responsabilités, blablabla. Alors on a le droit de ne pas être d'accord en soi, mais ce n'est pas parce qu'un sujet est nouvellement abordé que c'est un concept inventé. Il faut bien voir qu'on a un progrès très récent autour du fait de parler des questions de santé mentale, de bien-être, de respect de soi, etc. Mais ce sont des sujets qui existent depuis la nuit des temps. Et pour l'avoir moi-même vécu, je peux vous assurer qu'il y a ne serait-ce que 10 ans de ça, quand on avait des problèmes de santé mentale, on trouvait tous les subterfuges possibles et imaginables pour ne pas que ça se sache, puisque c'était extrêmement mal vu. Donc ça existait déjà avant qu'on en parle, les problèmes de santé mentale, de relations toxiques, etc. C'est juste que c'était tellement tabou qu'on faisait en sorte de pas en parler. Aujourd'hui, on aborde ces thématiques avec beaucoup plus d'individualisme, et je mets pas de sens péjoratif derrière en l'occurrence. On prône de plus en plus le fait de se traiter soi-même comme si on était notre propre priorité. Et on prône également le fait de se faire respecter dans nos relations, de sorte à ne pas se rendre la vie plus dure que ce qu'elle l'est déjà, et à prendre soin de notre santé mentale par la même occasion. Et à titre personnel, je
je trouve que c'est important de savoir identifier ce qui nous fait du mal dans nos relations, de sorte à s'en protéger et aller vers une vie qui nous fait du bien. Vous l'aurez compris, je fais cette vidéo pour éduquer et sensibiliser aux relations saines et à leur importance dans notre vie pour être bien. On n'a évidemment cependant pas tous les mêmes sensibilités, les mêmes limites et les mêmes besoins. Donc quelque chose qui pourra me faire du mal à moi dans une relation ne vous blessera peut-être pas vous de la même manière. Nous ne sommes pas des copies conformes, nous n'avons pas la même histoire et quelque chose que je vis mal, et bien peut-être que vous le vivrez bien ou inversement. Mais en l'occurrence, lorsque je parle de relations toxiques, retenez que je fais référence à des dynamiques, à des fonctionnements relationnels qui font mal, qui grignotent notre état mental ou celui de notre partenaire et qui à long terme nous détruisent. C'est pas toujours obvious car encore une fois, on est loin de l'idée dichotomique qu'on s'en fait, à savoir un grand méchant humain qui prend sous son emprise un gentil petit humain tout fragile. Pourquoi est-ce que ça nous anime? Pourquoi est-ce que c'est ce vers quoi on se dirige alors qu'on sait pertinemment au fond de nous que ça ne nous rend pas heureux? Eh bien, il y a énormément d'explications possibles et je vais vous en donner quelques-unes qu'on retrouve régulièrement. Car comme j'aime le dire et le penser, comprendre l'origine de nos comportements, c'est un point de départ essentiel pour travailler dessus. Parmi les personnes qui se laissent attirer et absorber par les relations toxiques, on va souvent retrouver des personnes qui ont une assez faible estime d'elles-mêmes ou une assez faible conscience d'elles-mêmes. Quand on ne s'aime pas et qu'on ne se considère pas, c'est très difficile d'investir des relations positives. Car on ne comprend pas qui on est, comment on fonctionne, quels sont nos besoins ou nos limites. Ou bien on le comprend, mais on pense tellement ne pas le mériter qu'on s'engouffre dans des relations qui nous font du mal. Car on croit les mériter en fait. Et ça, c'est souvent dû à des apprentissages un peu cassés de notre enfance. Ces mêmes modèles qu'on a appris durant notre enfance, ils vont avoir une vraie répercussion sur la façon dont on va relationner avec les autres une fois adulte. Quand on est enfant, on part sans aucune référence du fonctionnement, du monde et des relations. Et donc on va caler ce qui va devenir notre norme avec ce qu'on voit autour de nous. Par exemple, il y a fort à parier que si lorsque vous étiez enfant, vous partiez tous les étés en vacances avec vos parents, eh bien vous pensiez que tous les autres enfants partaient eux aussi l'été en vacances avec leurs parents. Si vous étiez inscrit à des activités extrascolaires lorsque vous étiez enfant, il y a aussi fort à parier que durant votre enfance, vous étiez un peu persuadé que tous les autres enfants de France étaient eux aussi inscrits à des activités extrascolaires. Moins fun celle-là, mais si vos parents vous frappaient lorsque vous étiez enfant, il y a fort à parier que vous trouviez ça normal, vous vous disiez que c'est ok de frapper un enfant. Vous savez, c'est toutes ces choses qui, en grandissant et en nous ouvrant sur le monde, nous font nous dire « Ah, mais moi, quand j'étais enfant, j'étais persuadée que tous les autres enfants faisaient ça ou avaient ça eux aussi, mais en fait non. » Car quand on est enfant, on est très auto-centré et dépendant de notre cercle familial. On va s'ouvrir au monde, mais à un âge plus avancé. Ce qui se passe donc, c'est que ce qu'on va vivre en étant enfant, on l'intériorise et on l'intègre comme étant la norme, comme étant ok. Le cerveau a une capacité d'adaptation et de résilience qui est folle. Et même le pire de ce que peut vivre un enfant, eh ben ça va être accepté d'une certaine façon en lui comme étant acceptable. Car il ne connaît pas autre chose et ne peut pas faire autrement en raison de son âge qui le prive d'autonomie. Et ça, c'est très souvent le noyau qui va donner lieu par la suite à des adultes qui relationnent entre eux de manière bancale, pas forcément respectueuse ni bienveillante d'eux-mêmes ou de l'autre, mais qui au même moment n'ont pas forcément conscience de la dynamique toxique sur laquelle repose leur relation. Car pour eux, ce qu'il se passe dans leur relation, eh ben c'est normal, ça fait partie de ce qu'ils connaissent et de ce avec quoi ils se sont construits. C'est pour ça que ça peut être aussi difficile à repérer et à changer. Et c'est aussi pour ça que vous avez des chances, en ayant déjà connu une relation toxique, d'en connaître plusieurs derrière si vous n'avez pas su tirer des leçons de la première. Car par défaut, on a tendance à aller vers ce que l'on connaît, même si c'est pas bon pour nous. C'est plus sécurisant pour notre cerveau de se remettre dans des situations qu'il a déjà expérimentées, et ce, même si c'est des situations qui nous font du mal. Par exemple, si vous avez été rejeté par un de vos parents lorsque vous étiez enfant, eh ben vous avez plus de chances, une fois ado ou adulte, d'aller vers des relations avec des personnes qui potentiellement vous rejettent. Si un de vos parents était violent lorsque vous étiez enfant, eh ben c'est la même chose. Il y a fort à parier qu'une fois ado ou adulte, vous alliez vers des relations qui soient violentes, soit en étant violent avec vous-même, soit en vous laissant violenter par l'autre. Ça semble assez mal fait comme ça, on pourrait se dire qu'on a le cerveau cassé avec un programme assez bancal à faire de notre construction d'enfant ce qui va définir la norme de notre vie une fois à l'âge adulte. Mais en fait, c'est assez cohérent. Parce que ce avec quoi tu te construis, ça devient ton référentiel. Et ton référentiel, il te rassure. Donc aussi dysfonctionnelles puissent être les choses que tu as expérimentées pendant ton enfance, et ben quelque part, c'est ta safe place. Et ça, c'est une des raisons majeures, selon moi, pour laquelle les gens n'arrivent pas à se rendre compte de la toxicité de leur relation, ni à s'en défaire. J'ai moi-même été touchée par des relations destructrices, toxiques et malveillantes lorsque j'étais plus jeune, et il m'aura fallu des années pour me rendre compte des dynamiques toxiques dans lesquelles j'étais prise, car sur le moment, ça me semblait ordinaire
manière de vivre ce que je vivais. Alors je me rendais évidemment compte que j'étais malheureuse, et si on m'avait posé la question, je pense qu'une partie de moi aurait pu reconnaître que oui, ma relation reposait sur des dynamiques malsaines. Mais une autre partie de moi ne voyait pas le danger ou la gravité pour ma santé mentale, puisque c'est ce à quoi j'étais habituée. J'avais jamais été bien traitée physiquement ou psychologiquement, donc le fait de ne pas l'être à nouveau dans mes relations amoureuses, ça me semblait complètement ok. Et aujourd'hui, ça fait des années que je suis avec mon copain qui pour le coup est une personne très bienveillante, qui m'apprend à investir des relations saines et à être gentil avec moi-même. Et bien que ça fasse plus de 5 ans que je suis avec lui maintenant, eh ben il m'arrive encore de m'interroger sur pourquoi ma relation est si calme. Pourquoi est-ce que mon copain est si respectueux de moi et de mes besoins? Comment est-ce que ça se fait que ça puisse bien se passer et que je puisse être heureuse? Et ces questions, je sais aujourd'hui que je me les pose parce que je n'ai pas été habituée à des relations bien traitantes. Je vous partage mon exemple pour appuyer ce que j'expliquais plus tôt, à savoir que le cerveau reproduit ce qu'il connaît et n'arrive pas à identifier comme anormal quelque chose qu'il a vu ou expérimenté tous les jours. Si vous regardez ma vidéo et que vous vivez dans un pays occidental, il y a fort à parier que lorsque vous sortiez dans la rue, vous ne prêtiez plus attention à tout un tas de bruits ambiants. Vous ne faites plus attention au bruit des voitures, au bruit des gens qui marchent ou des gens qui discutent. Vous vous êtes habitué à la vie urbaine, enfin si vous habitez en ville. Parce que votre cerveau, il voit ça tous les jours et donc il trie les informations qui lui sont superflues. Pour lui, les bruits de voiture et les bruits des gens qui marchent dans la rue, eh ben c'est normal. Maintenant, si demain vous sortez marcher dans la rue et que vous entendez un bruit d'explosion, eh ben votre cerveau, il va s'alerter puisque ça ressemble pas à ce que vous avez l'habitude d'entendre. Ça sort de la norme. Eh ben c'est globalement exactement la même chose qui se passe entre ceux qui arrivent à voir la toxicité et ceux qui n'arrivent pas à voir la toxicité dans leur relation. Ceux qui y sont habitués ne la voient plus, ou du moins plus consciemment. En revanche, ceux qui se sont construits sur un modèle de relation saine seront beaucoup plus frappés dès les premiers signes de maltraitance dans la relation. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment savoir reconnaître une relation toxique si on a mal été habitué au respect, et comment savoir s'en extraire et s'en protéger? Je commencerai déjà par vous dire une réalité qui fait pas forcément plaisir, mais on a tous une part de responsabilité dans la façon dont on investit nos relations. C'est-à-dire que même si vous êtes victime d'une relation avec quelqu'un qui ne vous respecte pas dans vos besoins, eh ben vous avez quelque part la responsabilité de l'investissement que vous placez dans cette relation. Attention, responsabilité ne veut pas dire que tout est de notre faute et qu'on doit se culpabiliser si on n'arrive pas à en sortir, c'est pas mon point. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on imagine souvent dans notre représentation des relations toxiques un gentil et un méchant. Ça, c'est la vision dichotomique très cartoonesque qui veut que dans la vie, on a ceux qui font le bien et on a ceux qui font le mal. On a les monstres et on a les anges. On a ceux qui iront au paradis et on a ceux qui iront en enfer. On scinde très souvent les humains en deux, soit t'es le gentil, soit t'es le méchant, mais la réalité est souvent beaucoup plus compliquée. Comme je vous l'expliquais plus tôt, l'humain est un être complexe qui compose avec ses ressources. Et parfois, ces ressources, elles sont limitées. Par exemple, il va manquer d'intelligence émotionnelle parce qu'on ne lui a pas appris à comprendre les autres ou à développer son empathie. Mais par conséquence, cette lacune a de fortes chances de l'amener à faire souffrir son partenaire, car il ne comprendra pas ce que l'autre ressent et donc il négligera sans doute ses besoins. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? C'est important de tenir compte de cette dynamique qui n'a rien de binaire. En fait, une relation toxique, c'est la résultante de deux humains qui souffrent et qui font souffrir. D'une part, ça n'a rien de binaire, et d'autre part, peu importe votre statut dans la relation, vous avez une part de responsabilité là-dedans. Ça peut être quelque chose de difficile à recevoir quand on se sent soi-même victime de la relation, j'imagine bien, parce que je suis moi-même passée par là, et j'imagine tout à fait le sentiment d'injustice que ça peut susciter. Mais la vérité, c'est qu'il y a une raison pour laquelle vous investissez cette relation, bien qu'elle soit destructrice. Ce n'est pas non plus le fruit du hasard lorsqu'on enchaîne les relations toxiques et qu'on répète les mêmes dynamiques relationnelles d'une relation à l'autre. De manière globale, c'est jamais un hasard les relations dans lesquelles on se met. Vous savez cette fameuse phrase très déresponsabilisante qu'on entend souvent qui dit « Non, mais moi de toute façon j'ai pas de chance en amour, je tombe toujours que sur des relations pourries ». Et bah ça, c'est pas une bonne façon d'aborder ces problèmes relationnels, car ça renvoie l'idée que si on se met dans des relations qui ne fonctionnent pas, alors c'est le fruit du hasard et de la malchance. Sauf que non, c'est jamais dû au hasard lorsqu'on choisit d'investir ou de s'accrocher, ou à l'inverse de se désintéresser ou d'ignorer des relations comme ci ou comme ça. On va vers ce que l'on connaît, comme je vous l'évoquais plus tôt. Donc lorsque vous vous accrochez dans des relations qui vous font souffrir, qui ne vous épanouissent pas et que vous répétez ces schémas, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui vous pousse à aller vers ces relations destructrices. Attention, c'est pas au niveau du conscient que ça se passe, du moins c'est assez rare qu'on soit tout à fait clairvoyant sur les dynamiques qui nous attirent dans les relations. Mais c'est notamment pour ça que je fais cette vidéo, pour vous aider peut-être vous à vous éclairer sur ce qui vous pousse à aller vers tel ou tel type de relation. Mais alors concrètement, une fois qu'on a pris conscience qu'on a tendance à être attiré
attiré par des relations toxiques? Sur quel levier est-ce qu'on peut agir pour arrêter d'être attiré et d'être appelé par des relations qui nous font souffrir? Car certes, en prendre pleinement conscience, c'est une étape qui est tout à fait indispensable. Mais beaucoup de personnes n'arrivent cependant pas à changer ce fonctionnement malgré leur prise de conscience. Car derrière, on retrouve souvent, hélas, tout un mode de pensée complexe, de dévalorisation et de désamour de soi. Si vous avez l'habitude de vous mettre dans des relations toxiques, il y a une partie de vous que vous n'aimez pas ou pas suffisamment pour vous en protéger. Pensez à cette relation et demandez-vous si vous la souhaiteriez à votre fille ou à votre fils. Si vous seriez heureux de savoir que votre enfant est dans la même dynamique relationnelle que vous. Si votre relation vous fait souffrir, il y a fort à parier que vous ne souhaitiez pas que votre enfant souffre comme vous. Alors pourquoi vous laissez-vous impliquer dans cette relation qui vous fait du mal? Pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas à vous en protéger? Il y a forcément une partie de vous quelque part qui est OK pour vivre dans le chaos, le désamour et la maltraitance. Et cette partie de vous qui dit oui à la souffrance, c'est une partie de vous qui y a été conditionnée et qui croit que c'est OK. Parce que c'est sans doute des mécaniques relationnelles que vous connaissez et que vous rejouez en changeant juste les acteurs du film. C'est hyper courant malheureusement. À mon sens donc, pour s'extraire de ce genre de relation, la première étape clé, c'est de travailler sur l'amour de soi. C'est apprendre à se regarder soi-même comme si on était son propre meilleur ami, ce qui est le cas d'ailleurs. Et c'est se souhaiter le meilleur en fonction. Car être bienveillant avec soi, c'est comprendre que les schémas relationnels dysfonctionnels qu'on a appris quand on était plus jeune, ils n'étaient pas OK. Et c'était pas ce qu'on méritait. Pour vous prendre mon histoire comme exemple, l'amour sain, c'est un concept que j'ai mis énormément de temps à comprendre parce que ça résonnait en rien dans mon vécu. Et ça fait pourtant des années maintenant que je suis dans une relation avec une personne hyper bienveillante, saine, bien intentionnée, mature sur le plan émotionnel. Et c'est quelque chose auquel j'étais tellement pas habituée qu'il a dû me faire un tuto pour que je comprenne comment accepter de relationner sainement sans que ce soit le chaos. On dirait que je rigole, mais on est vraiment pas loin de ça. C'est-à-dire que depuis des années, il m'aide à recalibrer les curseurs qui se trouvent dans ma tête en me montrant que tel ou tel comportement, eh ben non, c'est pas OK. C'est pas bienveillant ou respectueux. Ou bien qu'à l'inverse, c'est normal d'être aimé, c'est normal d'être soutenu et d'être encouragé. Et c'est normal de pas s'engueuler. Et c'est normal d'être heureux quand on vit ci ou ça. Il m'a fait et il continue même à me faire le tuto parfois. Et ça, c'est quelque chose qui a indéniablement participé à reconfigurer ma vision des relations. Tout ce que je dis là peut sembler évidemment d'une logique déconcertante pour tous ceux qui ont toujours été habitués à avoir des relations saines. Mais quand notre monde entier s'est construit sur des relations destructrices, eh ben on est à des années-lumière de comprendre en pratique comment investir des relations qui nous font du bien. Mon deuxième conseil, c'est bien évidemment de vous encourager du mieux que vous le puissiez à aller vers des relations avec des personnes disponibles émotionnellement et matures aussi émotionnellement. Avec des personnes qui puissent vous prendre par la main et vous montrer que c'est possible de relationner sainement sans que ça puisse être dérangeant, que ça se passe bien en fait. Alors je sais que d'une part, c'est pas le plus évident à trouver et que d'autre part, si on n'a pas déjà soi-même le tuto pour savoir ce qui est bon pour nous, eh ben on saura pas faire le tri. Si on ne sait pas qu'un fruit pourri a tendance à devenir mou, eh ben on croquera dans le fruit mou aveuglément. Eh ben c'est un peu pareil pour les relations saines. Si on sait pas à quoi ça ressemble d'être bien traité, c'est évidemment difficile d'aller vers des personnes qui nous traitent bien. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à faire le parallèle avec vos enfants, à vous interroger de si pour vous ça serait OK ou non que vos enfants aient la même relation que vous. Ça, c'est déjà une première étape fondamentale. Maintenant, il se peut tout de même que vous soyez réticent aux relations saines parce qu'il suffit pas d'avoir conscience que les relations saines c'est pas bien pour réussir à s'en détacher quand on ne connaît que ça et qu'on est quelque part accro à ça. Pour ça, je vous encourage vraiment à faire un travail d'introspection sur votre propre valeur, sur votre rapport à vous, sur votre désamour, sur les raisons pour lesquelles vous ne vous autorisez pas à vivre ci ou ça. Il peut y avoir 1000 raisons à ça et c'est pour ça que je vous invite vivement à investir une thérapie qui est encore finalement la solution qui vous donnera accès au plus de réponses personnalisées. Si ça vous intéresse que je vous fasse une liste des comportements que je trouve personnellement toxiques en relation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que ça pourrait être un support intéressant quand bien même ça n'engage que moi et mon rapport aux relations selon mes limites, etc. Mais je pense tout de même que ça pourrait faire sens de vous proposer ce genre de contenu parce que je sais aujourd'hui, pour l'expérimenter avec mon copain, ô combien des choses qui peuvent sembler normales pour certaines personnes peuvent sembler totalement absurdes, aberrantes ou irrecevables pour d'autres. Donc si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. N'oubliez pas que vous êtes votre propre priorité. Traitez-vous comme vous auriez envie qu'on traite vos enfants, vos parents, vos meilleurs amis, bref, des gens qui comptent pour vous. Et prenez soin de vous.